Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à CSP Time numéro 35, l'émission 100% Limoges CSP, pour laquelle nous accueillons cette semaine dans les locaux du Crédit Agricole notre partenaire, le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer. Bonsoir Crawford. Bonsoir. Avec nous, les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce deuxième quart-temps va être consacré à notre invité, Crawford Palmer. Et Crawford, traditionnellement, nous avons une petite tradition. On commence toujours par une petite bio express. Alors, on va commencer tout de suite. Date et lieu de naissance. C'est moi qui dois dire ou c'est vous qui me présentez? C'est 14 septembre à Ithaca, dans New York. À quel âge le début en basket? À quel âge j'étais né, je pense que vous allez me dire. Non. Non, j'ai commencé le basket à 6-7 ans, comme beaucoup. Mon père entraîneur, en jouant avec mon frère à Arlington, dans la Virginie. C'était le premier club? Ça s'appelait Arlington Optimist. D'accord. Premier contrat professionnel, c'était quand et où? C'était à Fos-sur-Mer, 93, quand je suis arrivé. Je ne sais pas toujours, j'arrivais un 4 août à Marignane, et bien content d'ailleurs. Mais ça m'a pris un mois pour découvrir que j'étais le NM2, c'était à l'époque, le National 2. Mon agent américain n'était pas très au courant des championnats français, donc j'ai pensé me trouver en deuxième division et finalement c'était le troisième. Mais ça m'a pris un peu de temps pour apprendre le français assez pour le découvrir. Un petit listing des clubs successifs après Fos-sur-Mer. Mais je restais 3 ans à Fos. Après, avec la montée de Bourg-en-Bresse en Pro B, je les ai suivis. Ils ont rajouté un Américain, donc je suis parti à Bourg-en-Bresse une saison. Un moment très difficile pour ma femme d'ailleurs, qui quittait le Sud pour la première fois, qui se trouvait à Bourg, mais on a gardé de très bons contacts là-bas. L'Asvel, à la suite, avec mon passeport français. 2 ans. Après, on a fait, je crois que c'est le dernier quart de finale de Euroleague d'un club français. Malheureusement, on n'a pas pu passer en demi, en finale fort. Après, à Badalone, avec Alfred, 2 ans, Caceres, une année, et finalement Strasbourg. J'ai fini ma carrière à Strasbourg en 2006. Un surnom? Crow. Le boulanger. Le boulanger, c'est une petite explication. On sort toujours là. surnom. Il suffit qu'il y ait un truc sur Wikipédia et vous le prenez tous. Non, mais ça c'est comment ça, c'était Philippe Perroux, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes trop jeune peut-être. Journaliste au Progrès, longtemps de l'Asvel, qui avait sorti ça un jour. Est-ce que tu étais un esthète sur le terrain, j'imagine? Exactement. Un maître des pains. Et pour la petite histoire, Crawford a failli être international grec. Du moins, il a failli débuter sa carrière en Grèce. À l'âge de 17 ans, d'ailleurs. Alors, un petit mot, là, justement, vous êtes américain de naissance. Comment ça s'est goupillé, toute cette affaire, pour vous retrouver ensuite avec un passeport français? Mais tout simplement, j'ai rencontré ma femme, Sandrine Chiotti, ex-internationale française de basket, dans le Sud. On s'est mariés et puis les choses ont suivi leur cours. Donc j'ai un passeport français et 24 ans de mariage derrière moi. Et donc, ce que disait Mathieu, là, Raconte-la, la petite anecdote. L'anecdote grecque. L'anecdote grecque, c'était un été passé en Grèce pour un échange de lycéens près de Salonique. Et on a fait une petite équipe de lycéens contre une équipe de deuxième division grecque à l'époque. Et il y a le président et le coach qui m'ont invité à manger à midi, qui m'ont proposé 1 million de drachmes pour rester et jouer avec leur équipe. Bon, 1 million de drachmes à l'époque, je crois que ça faisait 20 000 $, un truc comme ça. Mais on m'a dit, non, on va dire que votre père il est passé par notre village, après il est parti. Mais c'était en 87, donc c'était l'année que la Grèce venait de battre l'Union soviétique pour les championnats d'Europe. C'est là où le basket grec a explosé. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils m'auraient donné comme nom grec si j'avais resté, mais... Palméropoulos. Comme tu dis. Votre meilleur souvenir de carrière de joueur? Il y en a quelques-uns. Le premier, je pense, ça devrait être le titre. Non, mais je ne vais même pas dire le titre. Je vais dire avec Duke, quand on bat UNLV, qui est invaincu. Je crois qu'ils avaient 36 victoires de suite. Ils avaient tout écrasé. Et on est joué en demi-finale de Final Four. Ils avaient déjà fait floquer les t-shirts 37-0, championnat, National Champions, etc. Devant 60 000 personnes, c'était un des premiers matchs qu'ils ont fait, un des premiers Final Four qu'ils avaient fait dans ces stades de foot. Et on arrive à les choper, à les accrocher et passer en finale finalement et gagner un titre.
Et puis, c'était au JO de Sydney. Forcément, c'était même. Et encore une fois, c'était demi-finale où on sait que on bat des Australiens chez eux de 20 à 25 points et on sait on va passer contre les Américains, ce qui était aussi un petit touche humoristique, un peu ironique sur la finale. Ouais. Un petit mot juste sur cette finale. Je me souviens, j'y étais et il n'y a pas un petit regret aujourd'hui, maintenant, de se dire que finalement vous étiez quand même pas si loin que ça. On n'était pas si loin que ça et assez loin à la fois. Mais on a pu. Ils avaient été bousculés en demi par les Lituaniens. Et que nous, on arrive à les accrocher. Voilà. C'était un tir de Jasikevičius à la fin pour la gagne qui les a un peu titillés. Et que nous, bon, c'était très mal parti, mais qu'on arrive à revenir et les accrocher à un moment donné. Mais bon, derrière, ils ont accéléré. Je crois que c'était le premier temps mort des JO, si je me trompe pas, où on revient à 4 points, mais derrière, une petite accélération et c'était compliqué à suivre. Votre médaille, vous l'avez toujours? Quelque part. Malheureusement, il n'est pas à Limoges, j'ai pas toutes mes affaires. Donc, On l'a pas vu à la vente des enchères du CSP. Non, c'est vrai. J'y ai même pas pensé. Un petit mot maintenant sur votre après-carrière de joueur. Vous l'aviez préparé à l'avance? Vous saviez à quel âge vous alliez arrêter? Est-ce que vous aviez envie de faire? Je ne peux pas dire ça. J'avais prévu autre chose complètement. C'est-à-dire déjà, j'avais pas prévu d'arrêter quand je m'étais arrêté. C'était un peu des circonstances qui ont fait que je devais continuer à Strasbourg. Ça s'est pas fait. J'avais pas envie de bouger avec la famille, repartir pour jouer ailleurs. Je préférais arrêter. J'avais prévu d'arrêter pour écrire justement, pas forcément journaliste, mais je voulais couper un petit bout de temps et c'est là où De Vincenzi il m'avait proposé de reprendre des études pour entrer à la Fédé comme cadre pour justement poursuivre l'équipe de France, pour faire le lien avec des joueurs français en NBA qui voulaient renforcer, pour poursuivre des gamins à l'INSEP aussi à leur sortie. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant 5 ans. Et vous avez aussi fait le diplôme de manager sportif du Centre de ça, droit d'économie du sport. Ça faisait partie de... Voilà, j'ai passé un master à l'ESSEC en marketing sportif et stratégie d'entreprise. Et j'ai passé justement ce fameux, qui devient fameux, ce diplôme de manager général. Et à la suite de mon expérience, je ne sais pas si vous avez dans votre liste, mais je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait posé des questions sur Twitter quelque part, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant... Il y a un trou dans son CV. Et en fait, ce trou dans le CV, c'est quand j'ai arrêté avec le Fédé, parce que j'avais des familles dans le sud de toujours. Et j'étais prof de histoire géo pendant 3 ans, je crois. Et j'ai coaché des gamins, notamment mon fils en U11, U13, et après U15 au HTV. Et le coaching, au niveau, ça t'a jamais tenté? Non, jamais. Pourquoi? Non, mais moi, je trouve que c'est parce que j'étais pro et je sais que l'approche, c'est très particulier. Et la vie, elle est très spéciale d'un entraîneur professionnel. C'est très compliqué. C'est très instable, même si ça peut être très riche. Et après 13 ans de carrière pro basketteur, j'avais pas envie encore une fois de toujours attendre juin pour savoir où j'allais aménager ma famille. Donc c'était aussi ces choix-là. Après, Alfred Yulbe m'a dit que tu t'intéressais très tôt, tu t'étais intéressé un peu aux aspects du coaching, tout le fonctionnement à Badalone. Ouais, mais c'est quelque chose qui m'a toujours branché, mais notamment dans l'approche du jeu, dans l'approche de la formation, dans l'approche de... Alfred, il y a quelque chose, je pense que ça peut être déboussolant pour certains joueurs en arrivant à son contact, c'est que c'est pas très typique, mais c'est très ballonné, assez fine, assez recherché et pas toujours super concret, mais assez ouvert. Et c'était quelque chose qui m'a branché, mais notamment dans l'approche de l'apprentissage du jeu. Pour finir ce carton, Crawford, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes arrivé à Limoges. Vous avez eu le temps de sentir un petit peu l'ambiance de la ville, de la vie, du basket ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Ouais, c'est au niveau de toutes mes attentes. Dans l'exigence de l'entourage du club, des fans et aussi dans l'engouement qu'il y a.
Et justement, on a déjà parlé plusieurs fois avec Mathieu, avec d'autres. Cette exigence-là, c'est super intéressant et inspirant. Ça donne envie de bien faire et de travailler de plus en plus dur pour y arriver. Donc c'est ce qu'on fait pour l'instant et on va continuer de le faire. Voilà, merci Crawford, merci messieurs. C'est la fin de ce deuxième quart-temps. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et n'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous demain pour le troisième quart-temps. Salut!